Bonjour à tous et merci d'être là pour écouter nos deux invités, André Fortin et Franck Loisdon, nous parler donc de la co-création. Le lancement de leur guide sur la co-création a lieu la semaine prochaine et nous sommes bien heureux au RQIS de les recevoir aujourd'hui pour qu'ils nous donnent un aperçu. La co-création est donc une pratique collaborative qui vise le développement d'initiatives communes et c'est une pratique de plus en plus utilisée dans le secteur de l'innovation sociale, mais pas seulement, comme vous allez pouvoir le constater. Sur ce, je passe donc la parole à André qui va continuer de nous définir en quoi consiste la co-création et je vous souhaite un très bon webinaire. Plaisir, on fait ça dans le but d'arriver à des résultats. Et plus il y aura des résultats significatifs, plus les gens qui ont participé au processus seront heureux et ils vont se dire, la créativité, ça sert à de quoi et la co-création également. Fait que c'était un premier élément que je voulais vous présenter. Alors, je laisse la suite à Franck. Pour vous expliquer un peu l'histoire de ce guide, en fait, il y a deux histoires. Un premier élément, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de littérature anglophone sur le sujet, mais en littérature francophone, on a été un peu triste. Donc, on s'est dit, pourquoi pas avancer sur le sujet et proposer un guide francophone. Ensuite, le deuxième élément, c'est notre rencontre avec André. Je dirais qu'en théorie, on n'avait pas grand-chose pour se rencontrer au début, puisque moi j'étais en France, André ici à Montréal. Et en fait, c'est un client commun qui nous a dit un jour, tiens, il y a une semaine de co-création. Franck, je te présente André. André, je te présente Franck. Et puis, on s'est retrouvés ensemble à travailler sur une semaine de co-création. Et là, c'est là où on a vraiment travaillé en co-création parce qu'on était chacun avec notre univers, avec notre approche. Et on a travaillé sur une semaine complète de co-création. Donc, c'était avec des étudiants sur une université à Toulon. Et une semaine complète d'animation ensemble, ça peut être très compliqué quand vous n'êtes pas aligné sur sur la même longueur d'onde. Mais on s'est rendu compte assez rapidement avec André qu'on n'avait pas besoin de trop échanger pour se comprendre. Et du coup, moi, j'ai déménagé de France au Canada il y a 1 an et demi. Donc, réduire de 6000 km la distance, ça simplifie pour pouvoir travailler sur une œuvre commune. Donc, c'est là où on s'est dit, on va travailler sur ce guide. Et donc, ce guide est le fruit de notre collaboration, notamment sur ces semaines de co-création. Donc, l'intention derrière, c'est de vous, comme disait André, c'est de vous présenter un processus et qui est issu du terrain. C'est-à-dire que c'est un processus qu'on a construit, qu'on a enrichi à partir du terrain, et donc qui est issu des différentes expériences qu'on a pu avoir avec les différents profils de clients, parce que ce soit dans de l'innovation sociale, dans de l'éducation, avec des entreprises. Et l'objectif, c'est de vous fournir des repères et des outils pour être applicable le plus rapidement possible. Donc, l'objectif, c'est d'être vraiment terre à terre sur la démarche. Et on travaille, dans ce qu'on vous propose sur le guide, on travaille sur une méthodologie, sur un processus, mais ce qui est fondamental pour nous aussi, c'est la posture et l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une recette, mais si vous n'avez pas le bon état d'esprit, c'est compliqué de travailler en mode co-création. Donc, vous verrez dans notre approche, il y a des outils, de la méthodologie, du processus, mais il y a un focus aussi assez fort sur cette dimension humaine, la posture, le savoir-être à avoir autour de cette démarche. Et le guide, il est un peu à notre image, c'est-à-dire que André va vous le présenter un peu plus en détail, mais c'est pas qu'un outil méthodologique, c'est un mélange, c'est une œuvre hybride. Il y a des exercices, il y a des œuvres d'art, il y a des contributions externes. Vous allez voir, il y a 220 pages, mais c'est un mix de différents éléments et de la co-création avec les différents intervenants avec qui nous avons pu travailler. André, je te laisse enchaîner sur les impacts.
Oui, alors tout d'abord, ben, évidemment, si on fait de la co-création, c'est qu'on vise d'avoir un impact, que, comme je disais tantôt, que tout ça serve. Dans un des articles du livre, là, on vous présente les 7 grands bénéfices de la co-création. Je voulais vous illustrer ça en vous en présentant 2 éléments. Tout d'abord, à court terme, ce qu'on voit de la co-création, c'est que ça amène un engagement plus dynamique pour l'implantation de solutions. Hein, quand on travaille dans une organisation puis qu'on va amener des réponses à des défis, à des enjeux, à des problématiques, ben, le fait de mettre ensemble toutes sortes de personnes qui, des fois, même s'ils sont dans la même organisation, ne se connaissent pas, ben, ça permet donc une plus grande énergie, ça donne une motivation et une espèce d'élan de mobilisation collective autour du processus. Ça, on le voit à court terme. Si on regarde maintenant à moyen long terme, qu'est-ce qu'on pourrait dire des bénéfices? C'est que les frontières entre les parties du système deviennent perméables. Une organisation, c'est un système. Il y a plusieurs... il y a des fois plusieurs départements, il y a plusieurs équipes. Il y a une personne qui a son micro ouvert. Ça serait intéressant si vous la fermez parce qu'on vous entend tousser. Donc, un bénéfice à long terme, c'est ça, je disais, donc les frontières deviennent perméables. Il y a comme la communication qui se fait. On arrive à briser les silos dans cette organisation-là. Et des fois, il y a des gens qui disent en co-création, mais c'est la première fois que je travaille avec cette personne-là qui est dans mon organisation. Ça fait peut-être 10 ans que je suis là, mais on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Fait que ça pourrait être un bénéfice, donc à moyen et long terme, que la co-création permet. L'autre élément que je veux vous partager, c'est par rapport donc au positionnement de la co-création. Les gens vont dire, oui, mais c'est quoi la différence entre la co-création, le design thinking, les approches qui sont centrées sur les utilisateurs ou des approches de Lean Startup? Ben, moi, je dis qu'il y en a beaucoup de liens. Souvent, la co-création va être des fois une étape dans ces approches-là. Donc, on a décrit dans le livre 3 perspectives de la co-création, ce qui fait que des fois, beaucoup d'ambiguïté sur le sujet. Des fois, on va parler de la co-création, on va la définir comme un outil ou une technique. Donc, un outil, une technique, ça peut se faire dans le cadre d'un atelier d'1 heure. Puis là, les gens disent, oui, je fais de la co-création. OK. Un autre moyen de voir ça, c'est de voir, comme Franck l'a mentionné au départ, la co-création comme étant un état d'esprit qui permet d'aborder des problématiques. On a des valeurs communes, des attitudes, des principes qu'on met de l'avant. Donc, ça, c'est plus macro, cet état d'esprit-là. Et des fois, on peut voir la co-création aussi comme une approche. C'est une approche qu'on peut utiliser, qui peut se faire dans le cadre d'une journée, d'une semaine, sur un mois, donc dans différentes temporalités. Donc, des fois, les gens vont utiliser ce mot-là, puis là, on ne sait pas si ce qui nous parle ça comme une technique, comme un état d'esprit ou comme une approche. Et là, des fois, on n'a pas les mêmes repères. Fait que nous, on dit c'est ces 3 choses-là, la co-création, et c'est pourquoi que des fois, on n'arrive pas toujours à bien se comprendre. C'est ce qu'on voulait vous partager. Sinon, pour qui et pourquoi? Donc, la structure du guide dans le livre que vous allez pouvoir télécharger gratuitement à partir de la semaine prochaine ou que vous pouvez acheter aussi en format papier parce que le format papier est très intéressant. Il contient des outils aussi plus accessibles qu'une version PDF. Ben, on a voulu que ce livre-là s'adresse à la fois à des participants. Donc, vous, si vous êtes invité à participer à un exercice de co-création, ben, vous pouvez travailler votre état d'esprit, votre ouverture. Donc, vous allez apprendre des choses. Ça peut être également des facilitateurs, donc des animateurs qui disent, moi, j'aimerais ça, avoir ça dans mon outil, dans mon coffre d'outils, animer de la co-création. Donc, on a pensé à vous. Et puis, ça peut être aussi à des donneurs d'ordre, des clients, donc des gens qui disent, des initiateurs qui disent, ben moi, là, j'ai le goût de faire une démarche de co-création dans mon organisation, comment je procède. Donc, c'est ces 3 cibles-là qu'on avait en tête. Donc, dans notre guide, vous allez trouver, puis là, je vous présente rapidement donc, les tables des matières.
On aura donc un processus de co-création, puis dans la suite de la conférence d'aujourd'hui, on va revenir sur chacune des phases. Donc, comment ça fonctionne, tout ça. Vous allez avoir ces éléments-là. Puis, on commence aussi en se disant, mais avant de se lancer en co-création, il y a comme une étape zéro. Puis, on reviendra tantôt là-dessus sur c'est quoi les conditions préalables qu'il faut pour se lancer là-dedans. Fait que vous allez trouver ça. Vous allez avoir également donc une série d'articles qui présentent des éléments clés autour de la co-création. Au départ, quand on a commencé, il y a 1 an et demi, on se disait si on fait 10 articles, ça va être bon. On en a 33 au total. Donc, vu que c'est un guide, on sait que les gens lisent de moins en moins. On a fait un effort de synthèse. Fait que, par exemple, vous voulez voir c'est quoi la notion d'intelligence collective, il y a un article là-dessus. Comment donner du feedback, c'est quoi les formes de collaboration. On a couvert assez large. Vous avez 33 éclairages dans cette section-là. On s'est dit aussi, la co-création, ça se fait. Puis comment favoriser ça? Par des outils. Donc, on a développé 17 outils, que ce soit des questionnaires, des exercices ou des activités qu'on vous propose dans le guide. Vous allez en avoir 17. Déjà, ça va vous faire une base. On s'est dit aussi, comme l'a mentionné Franck, moi, j'ai un grand intérêt pour la culture, puis je me dis, c'est pourquoi qu'on ne pourrait pas mettre de la culture dans un guide, faire un hybride entre un guide artistique et un guide méthodologique. Quand on est en créativité, on essaie de ne pas se mettre des barrières, on se dit, oui, on va faire ça. On vous présente donc 12 poèmes sur la co-création, donc c'est quand même des poèmes qui sont ciblés sur notre thème. Et le dernier élément, c'est des contributions. On s'est dit, nous, on a une vision de la co-création, mais il y a d'autres personnes qui ont un autre regard. Puis on a été chercher donc 21 personnes, dont certaines, j'ai vu, qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et puis là, on leur a demandé, c'est quoi pour toi une définition de la co-création? Puis ce serait quoi des éléments incontournables que tu associerais? Donc, 21 regards là-dessus pour avoir donc un éclairage, je pense, assez large. On se dit que c'est un peu le premier livre francophone sur la co-création qu'on vous propose parce que même les sources qu'on a trouvées qui sont assez récentes, là, qui sont pas mal tous en anglais, datent d'environ 2-3 ans. Donc, ce n'est pas un sujet qui a eu beaucoup de livres jusqu'à date. Fait que je vous laisserai avec Franck et on va vous présenter donc c'est quoi ces grandes phases-là de notre processus de co-création. Juste pour enchaîner sur ce que tu as dit, là, tu as expliqué pour qui. En fait, on peut vous élargir un petit peu et essayer de voir les domaines d'application. Là, en fait, c'est hyper large. La co-création, vous pouvez l'utiliser au niveau d'un territoire, au niveau d'une association, au niveau d'une entreprise. Je parlais d'entrepreneur tout à l'heure, au niveau de l'éducation. Ça peut être aussi entre organisations, entre communautés. Les domaines d'application et les mélanges sont illimités. On peut le faire entre de l'artistique et du scientifique. La limite, c'est juste notre limite personnelle. Donc cette co-création, elle peut être et plus les thématiques sont larges et sont éloignées, plus on peut découvrir des choses très très intéressantes. Donc, on a fait. Ah, oui, j'avais oublié de mentionner, avant de repasser la parole à Franck, on vous propose aussi dans le livre donc, une dizaine de collages qui sont détachables. Donc, à la fin, ils sont un peu plus épais, tu les détaches. Il y en a 10. Vous avez une illustration ici qui a été faite sur le thème et on vous propose des ateliers avec ces collages-là. Donc, revenons à Franck pour le parcours. Voilà. Donc, on s'est associé à une graphiste là, parce qu'on a voulu mettre une dimension visuelle et ludique sur la démarche. Donc, comme le présentait André, on a un processus qui est en 6 phases. Donc, les dessins s'expliquent une fois que vous avez lu la phase, vous revenez sur le dessin, vous avez l'histoire à chaque fois. Mais les phases, c'est quoi? C'est explorer, prendre du recul.
par rapport au sujet sur lequel vous traitez. C'est pas rentrer la tête la première. On va rentrer dans chaque phase derrière, mais juste un mot sur chacune. Identifier, on est plutôt sur identifier les problématiques, des solutions. Préciser, on commence à rendre les idées tangibles. On partage. Ensuite, on se connecte avec le reste de l'écosystème. Et derrière, on va pouvoir passer à quelque chose de plus abouti, de plus fini en concrétisant les éléments. Et c'est un processus qui est organique, qui évolue au fil du temps. Ce que disait André, au préalable de ce processus, donc en phase 0, il y a un travail qui est nécessaire pour pouvoir démarrer correctement un processus de co-création. Et je vais vous partager les éléments rapidement. Mais il y a un des éléments qui est d'impliquer dans ce processus de co-création les différents acteurs avant de démarrer le processus. Donc, impliquer les différents acteurs, ça va être les décideurs et les futurs participants. Les décideurs, ça va être notamment pour partager, connaître la vision, les objectifs, rassurer sur la méthodologie, sur la notion de livrable, parce qu'on nous demande souvent, mais quel livrable on a à la fin d'un processus de co-création. Donc, l'objectif, c'est, vous verrez, on couvre 8 sujets. L'objectif, c'est de définir un langage commun avec les différentes parties avant de démarrer le processus de co-création. Un deuxième travail préalable, c'est identifier un lieu propice à cette co-création. Généralement, on le fait hors lieu, dans un tiers-lieu, pour éviter d'être influencé par notre quotidien. Un troisième travail qui est important, c'est la constitution des équipes. On constitue des équipes qui soient équilibrées. Alors, quand je dis équilibré, c'est équilibré en termes de profil, qu'on n'ait pas un type de profil qui soit plus représenté que d'autres. Une équipe équilibrée, mais qui soit équilibrée aussi en termes de diversité. Donc, ça peut être hommes, femmes, ethnicité, ainsi de suite. Et aussi avoir des profils qui soient motivés dans un processus de co-création. Parce que si on oblige des personnes à venir sur un processus de co-création, généralement, ça va être compliqué. Parce que un processus de co-création demande pas mal d'échanges, de partage et de sortir de sa zone de confort. Donc, travailler sur la motivation et avoir essentiellement, que des personnes motivées dans la démarche. Ensuite, c'est partager je parlais de langage commun tout à l'heure, c'est partager des principes qui soient éclairants. Donc, quels sont les principes sur lesquels on va s'appuyer, quelle va être notre base de travail, et pouvoir donc notamment les valeurs, quelles sont les valeurs qui vont être fortes, et ensuite travailler dans une ambiance qui soit stimulante. Ça veut dire que les facilitateurs qui vont animer ce processus de co-création, on doit mettre un peu de dynamique, on doit mettre une couleur, on doit mettre une saveur spécifique, donc qui permettent de créer un cadre sécurisant, mais tout en ayant une ambiance stimulante. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir provoquer, mais tout en restant dans un périmètre rassurant et sécurisant. André, je te laisse. C'est bon. Donc, on va revenir sur chacune des phases. On va prendre quelques instants pour vous donner un aperçu. Donc, une fois que ce travail préalable a été fait, comme Franck l'a exposé, donc notre première phase, c'est la phase explorée. Donc, on commence ici en disant, ben, OK, on a un sujet, une problématique, on a déjà des perceptions, mais on veut vraiment aller en profondeur. Et trop souvent, dans mon expérience, et Franck, sûrement tu vas dire la même chose, c'est souvent une étape que les gens veulent sauter. Non, allons tout de suite, sortons nos idées, identifions donc des actions. Puis nous, on dit, ben non, la phase d'exploration est importante parce qu'elle va nous permettre d'aller chercher d'autres dynamiques, d'autres dimensions. Puis c'est souvent là qu'il va y avoir des nouvelles idées qui vont émerger. Donc, 3 grandes étapes à explorer. On va approfondir la thématique.
Donc, en faisant un détour volontaire, en prenant un recul sur cette thématique-là, on va recueillir les besoins. Donc, quels seraient les besoins des gens qui travaillent sur cette thématique-là? On a déjà commencé la dimension d'intégrer l'empathie, puis on va creuser la problématique en disant, OK, mais là, regarde ce sujet-là, y a-t-il moyen d'aller voir dans des sujets connexes? Par exemple, si tu veux repenser la manière donc, de faire le triage à l'hôpital, ben regarde comment, je ne sais pas moi, dans un système, mettons en Formule 1, on fait le triage. Puis, il y a des choses que tu peux appliquer d'une course automobile à un domaine de la santé. Fait que c'est des genres de choses qu'on va faire. Je vous situe, vous allez voir aussi à chaque fois, là, on met comme des jauges en disant c'est quoi le rôle du facilitateur en termes de posture, puis celui des participants et des participantes. Fait que dans cette phase-là, les facilitateurs, dans la phase explorée, ils prennent beaucoup de place. Puis plus le processus va avancer, plus c'est les participantes qui vont devenir au premier plan. Fait qu'on partage ça aussi sur la notion de posture. Si vous êtes facilitateur ou si vous êtes participant, qu'est-ce que vous devez intégrer? Fait que ça, c'est la phase 1. Je poursuivrai donc pour la phase 2. Donc, la phase 2, ça va être ce qu'on appelle la phase initiée. Donc, ici, on veut générer différentes solutions et progressivement aboutir à un choix qui va être argumenté et qui va répondre à notre problématique de départ. Donc, là aussi, il faut faire attention. Généralement, les gens ont tendance à produire une, deux, trois idées, à tomber rapidement en amour avec leur idée, avec leur solution. Alors, on dit ça, c'est une erreur en co-création. Il faut générer plusieurs choix. Tu feras ta décision après. Il faut savoir comment la reporter. Donc, 4 grandes étapes dans Initier. On veut générer plusieurs solutions. Fait que volontairement, on va dire, il t'en faut 25, 30, 40, 50 avant de choisir. Une fois qu'on va faire ça, après ça, on va te demander d'en prioriser 3 et de promouvoir ces solutions-là. On va te demander, là, viens nous rencontrer, puis tu as 3 bonnes idées, faisant la promotion à travers un pitch. Et au final de cette phase-là, on va dire, OK, là, tu as eu du feedback, laquelle que tu retiens de la solution que tu vas partager ou tu vas travailler pour la suite. Que je vous laisse donc, avant d'aller avec Franck, on voulait voir, je vais arrêter de partager, parce qu'on veut voir si vous avez des questions là, déjà après ce premier tour de piste. Vous pouvez les mettre soit dans le chat ou vous levez votre main comme on est plusieurs. Je vous invite à utiliser la fonction lever la main. Qui généralement est dans votre barre de Zoom. Là, dans réaction, vous pouvez lever la main ou si vous ne l'avez pas, vous levez la main, on va essayer de vous voir. Est-ce que j'aurais des questions à ce stade? Oui, Jérôme. Ton micro est... Voilà. Je me demandais juste, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je me demandais si dans les phases, vous aviez identifié des zones spécifiques sur la manière dont on gère les connaissances dans ces différents processus. Parce que dans la phase explorée, par exemple, c'était qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a déjà été dit. Mais est-ce que dans chacune des phases, vous retrouvez des dimensions de gestion des connaissances? Tout à fait, parce que pour nous, il y a une grande importance dans le fait de documenter ce processus-là. Surtout, tu vas voir plus tard, là, la phase 5, on veut qu'il y ait un transfert des connaissances. Parce que souvent, ce qu'on constate en co-création, c'est que les gens qui vivent cette expérience, eux autres, là, ils reviennent, sont gonflés à bloc, ils l'ont vécu, ils sont super motivés, mais tous les autres de l'organisation qui ne l'ont pas vécu. Fait que là, on dit, tu verras qu'à peu près à toutes les phases, là, il y a un élément de dire documenter. On travaille beaucoup avec le journal de bord aussi pour que les équipes aussi viennent écrire un peu les éléments qui les ont surpris, qui les ont marqués. Fait que c'est vraiment présent tout au long. Je ne sais pas si toi, Franck, tu avais un complément à dire par rapport à ça. Non, mais j'allais dire la même chose parce que l'idée, c'est tout au long du processus, garder une trace pour pouvoir transférer de la manière la plus souple et la plus fluide possible au reste de l'entité.
J'ai une question aussi ici dans le chat. Là, il y a Estelle qui me dit qu'on a parlé de, donc, de design thinking. Selon vous, la co-création est semblable, identique? Pour résumer l'approche design thinking, là, il y a 3 grandes phases, là, qui est l'inspiration, l'idéation et l'implémentation. Donc, dans la phase 2 du design thinking, l'idéation, ben, tout se fait à peu près dans des activités de co-création. Fait que c'est vraiment lié. Alors, il peut y avoir un petit bémol, c'est-à-dire que vous pouvez faire du design thinking sans faire de co-création. C'est-à-dire que si vous avez une équipe fermée qui suit le processus de design thinking, vous faites du design thinking, ok. Mais le fait de faire du design thinking en intégrant des utilisateurs dans votre process, dans votre démarche, là, vous cumulez les deux approches. Donc, c'est pas, ça peut être identique si c'est en termes d'état d'esprit, vous le gérez de manière identique. Ça peut être différent si en termes d'état d'esprit, vous le gérez différemment. J'ai une autre question ici de Mathieu qui dit, quand vous parlez d'identifier des solutions, quelle est votre posture face à l'écosystème des solutions existantes? Doit-on déjà contacter les porteurs de ces solutions? Doit-on en faire fi à cette étape? Moi, je dirais que c'est sûr, quand on invite les gens arrivent déjà avec leurs solutions. Puis nous, souvent, ils veulent les mettre de l'avant. Puis un peu notre travail d'accompagnement, c'est de dire, OK, elle est bonne cette solution-là, mais avant de la choisir, là, regardons ce qui se fait ailleurs ou faisons une démarche là, pour en identifier d'autres solutions. Il se pourrait qu'une solution que toi, tu as eue, que tu n'as peut-être pas nécessairement partagée à ton organisation, sera celle qu'on va retenir en bout de piste. Mais faisons pas ce choix trop rapide là, parce que peut-être tu vas en découvrir d'autres, puis tu vas voir que des solutions à amener vont peut-être amener plus loin ta réflexion. Et on ne se limite pas à votre écosystème, c'est-à-dire que les solutions qui existent déjà dans votre secteur d'activité ou dans votre écosystème, c'est aller piocher et faire des croisements avec des univers assez différents. Peut-être une dernière avant de poursuivre. Il y a ici donc Jérôme qui dit, quand vous parlez de co-création comme état d'esprit, vous dites que cela permettrait d'aborder des problématiques en se basant sur des attitudes, valeurs, principes. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces valeurs et principes? Donc, souvent, il y a comme puis vous allez le retrouver dans le guide, là, un peu les 7 règles de base à mettre de l'avant, qui sont un peu des principes incontournables. J'en partagerai un, Franck, tu pourras en dire un autre. Le premier, c'est le non-jugement des idées. Si déjà quelqu'un émet une idée, puis une personne à côté qui dit « Ah, c'est vraiment pas bon ton idée », ça part mal. Donc, en co-création, on nous dit « Non, on n'est pas là à ce stade quand on est en mode idéation pour les critiquer. Il y aura toujours une étape plus tard là, pour regarder ça. » Mais parce que souvent, on le voit, là, c'est des réflexes naturels, ont tendance à critiquer, à commenter négativement les idées. Puis là, juste d'avoir cette posture d'ouverture, de recevoir les idées avant de les juger, pour nous, est un élément incontournable. Franck, qu'est-ce que tu dirais d'un autre élément de posture ou d'attitude? La posture, c'est la notion d'écoute. C'est d'être en mode écoute réellement et pas de. Donc ça peut aller avec le jugement, mais d'accueillir les informations que vous recevez sans a priori et d'être vraiment en mode explorateur et pouvoir en profiter un maximum. Mais ces questions de posture, en fait, ça enchaîne bien avec l'exercice suivant. Le lien est parfait. Je vais vous proposer de faire un petit exercice en 3 minutes. Si vous avez une feuille et un crayon à portée de main, si vous pouvez prendre une feuille et un crayon. Et là, je vais vous partager un exercice sur lequel qu'on vous propose dans le guide. Alors, je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Je vous montre un élément. Voici, je vous ai dessiné une chaise en 2 dimensions. Donc, c'est 3 bâtons, un vertical, horizontal et vertical. Donc, je vous demande de redessiner exactement la même chose. Donc, ces trois axes, ces trois éléments. Et je vais vous laisser 45 secondes. Mettre le chrono.
en place. La consigne est la suivante. Pouvez-vous me transformer ce dessin en quelque chose qui se déplace? Pouvez-vous transformer ce dessin en quelque chose qui se déplace? On vous invite à transformer cet objet de départ en quelque chose qui se déplace. Aussi simple. Ça, c'est typiquement le genre d'exercice qu'on peut faire sur la première phase du processus. Allez, encore 10 secondes. OK. Donc cet exercice fait partie d'un exercice que l'on a appelé la trilogie de la chaise. Est-ce que vous pouvez... Alors, ce qu'on fait, est-ce que vous pouvez montrer un peu le type de dessin que vous avez? En rapprochant le plus possible votre feuille. OK, merci Sabrina. Merci Jean-François. Super Ariane. Luc le vélo, OK, génial. Jérôme là, OK. Top, ça marche. Et là, on est vraiment sur l'équivalent de la première phase d'explorer. C'est prendre du recul par rapport à cette dimension-là. Parce que cet exercice, j'ai dû le faire avec, je sais pas, 200, 300 personnes au moins. Et il y a une posture qui est assez différente entre... Alors, attendez, je vais repartager l'écran. Parce que je vous ai présenté une chaise au démarrage. En fait, je vous ai demandé de transformer ce dessin en quelque chose qui se déplace. Et la chaise, il faut quasiment l'oublier. Et il faut la transformer et il faut voir que des bâtons. Et nous, en tant qu'adultes, on s'appuie énormément sur la chaise. Et parmi les adultes, j'ai à peu près 30% des personnes qui me font un dessin comme celui-ci. Et là, par rapport à ceux qui nous ont montré, c'est OK parce qu'on part de la chaise. Ce qui est fascinant, c'est que quand on fait ce travail, cet exercice avec des enfants, par exemple, l'enfant fait complètement abstraction de la notion de chaise. Ce qu'il voit, c'est 3 bâtons. Et donc, ça lui permet d'explorer et de prendre du recul sur ce qu'on lui a présenté. Et là, alors, j'ai redessiné deux dessins que j'ai eus. C'est des enfants qui étaient l'équivalent de 9-10 ans ou 10-11 ans. Donc, un premier m'a fait une girafe. Et quand vous regardez la girafe, vous ne voyez plus du tout la chaise. Et le deuxième qui m'a fait une montgolfière. Et là, c'est pareil. La chaise, si vous voulez la retrouver, bah, il faut la regarder de près. Et c'est dans la démarche de co-création, on est sur cette logique-là. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur un climat de confiance pour vous permettre de prendre du recul, de prendre des risques et d'aller explorer les choses sous un angle différent. Donc, comme je vous disais, là, cet exercice-là, c'est la trilogie de la chaise. Là, vous avez la première version. Pour voir le deuxième épisode et le troisième épisode, ben, la suite sera dans le guide. Alors, c'est à toi à enchaîner, Franck, sur la troisième phase. La phase précisée. Donc, dans cette phase, la phase précédente, on a eu des idées, on a sélectionné des idées. Dans cette phase-là, ce qui est important, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible. Donc, de prototyper, de tester par itération des premières hypothèses ou de premiers éléments de solution. L'objectif, c'est d'obtenir du feedback le plus rapidement possible. Donc, dans la phase précisée, on passe des idées à la réalité et donc on concrétise les éléments et on les teste le plus rapidement face à des utilisateurs. Donc, on affine la solution, on produit un prototype et on teste ce prototype le plus rapidement possible. Dans l'exemple, sur le prototypage, par exemple, ce que l'on demande, c'est de prototyper en moins d'une demi-journée, en 2 heures ou en 3 heures. Donc forcément, le prototype n'est pas propre, mais c'est de tester. L'objectif, c'est d'apprendre et de tester le plus rapidement possible. Sur cette phase-là, le facilitateur laisse tout doucement la main aux utilisateurs et donc les participants ont de plus en plus d'autonomie sur cette démarche-là. Donc, l'objectif de la phase 3, il est réellement de tester et de confronter les premières idées.
et d'obtenir de la rétroaction. Ensuite, sur la phase 4, on va affiner, on va enrichir cette solution. Par rapport au feedback qu'on a reçu, on va enrichir cette solution et on va la présenter, alors soit à des utilisateurs, soit à des parties prenantes, soit aux sponsors, ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est de recevoir des commentaires sur la présentation qu'on a pu faire. Donc l'objectif est vraiment d'interagir avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, pour pouvoir communiquer l'essence du travail que vous avez pu faire jusqu'à maintenant et de récupérer un maximum de feedback et de rétroaction sur ce que vous avez proposé. Et clairement, cette étape-là, c'est l'étape où le facilitateur laisse la main complètement aux participants qui prennent la responsabilité et qui sont en promotion de leur solution vis-à-vis des parties prenantes. Écoutez, on avait prévu une autre période de questions. On viendra après ça pour vous parler de la phase 5 et la phase 6, parce que nous, on a constaté souvent dans les processus de co-création que ça s'arrête à la phase 4. Puis on dit, ben, c'est dommage parce que après ça, si on veut que ce qu'on a généré, ben, ça percole dans l'organisation, il reste une autre étape à faire et c'est souvent cette étape-là qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il faut toujours les écrire dans le chat. Puis, vous posez directement la question, on va la prendre. Bah, tiens, je rebondis là sur une question de Nicolas. Est-il pertinent de donner des contre-indications? Non, surtout pas. Enfin, moi, ma vision, c'est surtout pas de donner de contre-indications. Pourquoi? Pour que les personnes se rendent compte par elles-mêmes qu'elles vivent l'expérience complètement. Parce que si je fournis des contre-indications, et c'est pour ça que la consigne, elle est hyper brève, c'est pouvez-vous me transformer ce dessin en quelque chose qui se déplace? Je ne parle plus de chaise, je parle plus... Voilà. Et ça laisse libre cours. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui m'ont pris la feuille de papier, qui l'ont mise en boule et qui l'ont lancée. Eh bien, c'est OK. C'est quelque chose qui se déplace. Donc, pas mettre de contre-indications. Par contre, ces contre-indications, plutôt que de parler de contre-indications, c'est expliquer derrière pourquoi on fait ce travail et éviter de générer de la frustration, en fait. J'ai une question ici dans le chat qui dit, est-ce que les techniques de créativité ou les processus créatifs sont nécessairement toujours au cœur d'une démarche de co-création? Ben, moi, je pense que oui, ils jouent beaucoup de place, mais des fois, il peut y avoir d'autres approches ou d'autres techniques qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de la créativité. Par exemple, nous, on dit qu'il faut aller m'emmener sur le terrain, puis on invite les gens à aller tester, des fois dans la rue, là, leur idée. Fait que là, on est plus dans des modes d'approche qualitatives, des entrevues, fait qu'on ne serait pas nécessairement des techniques de créativité. Fait que c'est pas juste des techniques de créativité, ils sont très présentes, mais on utilise d'autres méthodes autour de la recherche qualitative notamment. Puis quand c'est le temps aussi de travailler ta présentation, ben là encore, on te dit, on te propose peut-être un guide, comment faire une présentation efficace, tout l'art du storytelling, comment mettre une histoire, pas juste des faits ou des statistiques. Fait que là, c'est pas une technique de créativité, le storytelling, c'est pas très loin non plus. Donc, c'est vraiment une variété d'outils qu'on utilise en co-création. On utilise des fois des médiums artistiques aussi, on peut faire ça. L'idée que je pense, l'élément central, c'est vraiment d'installer un climat créatif où à un moment donné, tu vas te sentir à l'aise, puis tu vas le moins t'auto-censurer, puis il va y avoir comme une espèce de flow naturel des idées. Je vous dis ça, c'est une base, mais on n'arrive pas à faire ça à la première heure. C'est pour ça que moi puis Franck, des fois, sur un processus de 5 jours, on va prendre une journée là, où là, on ne travaille pas sur la tâche. On fait juste explorer cette posture de créativité, mettre ce climat-là de confiance, puis faire en sorte que les gens, ben là, prendre des risques ici, c'est bienvenu, ça fait partie de la créativité. Puis prendre des risques, c'est pas si difficile s'il y a une ambiance qui est rassurante. Et le temps que vous passez sur cette étape-là, en fait, vous le gagnez 10 fois sur la suite. Parce qu'il y a un respect, il y a une confiance qui est établie. Donc l'impact, il est juste phénoménal derrière.
Puis je rebondirais là-dessus pour dire, c'est ça aussi souvent, les gens, le temps en mode créatif, c'est pas le même temps qu'en mode rationnel. Donc, les gens, c'est ça, vont vouloir dire, nous, on le sait, quand on anime, là, les gens, après une heure d'exploration, ils disent, OK, là, on arrive-tu à notre sujet? Puis là, ils veulent rapidement aller. Puis on leur dit, non, non, volontairement, vous allez voir, ça va être payant, vous allez peut-être pas nous aimer, vous allez comprendre après au jour 3 puis 4 que le temps qu'on prend ici pour explorer, pour diverger, pour sortir des sentiers battus, c'est du temps, comme le dit Franck, qui va être gagné. Et si on ne fait pas cette période-là de temps d'exploration, ben, on le voit souvent, là, on a tendance à reproduire ce qu'on sait déjà. Et donc, ce qu'on sait déjà, c'est souvent pas ce qu'on cherche comme nouvelle solution. Pour vous donner un exemple concret sur les semaines complètes qu'on a animées avec André, c'était un même sujet qui était donné à 80 étudiants. Donc, on avait 12 ou une douzaine de groupes. On n'a jamais eu 2 groupes qui sont partis sur la même solution. À chaque fois, c'est parti dans des directions systématiquement différentes. Parce que chacun avait sa saveur, chacun avait son approche. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on peut enchaîner. Oui, OK. Ben, écoutez, on enchaînerait avec la phase 5 et la phase 6, puis on aura un dernier temps pour partager s'il y a des choses qui sont brûlantes pour vous. Alors, la phase donc 5 qui serait la phase connectée. Donc, dans cette phase-là, on veut mettre en relation les équipes de co-création avec le reste de l'organisation. Hein. La finalité, c'est de créer des liens. Donc, de dire ceux qui ont participé, là, qui ont découvert, puis comme je l'ai dit tantôt, qui arrivent, sont boostés, ils ont une énergie, les autres, là, ils ont goûté une autre façon de travailler. Et puis là, ils arrivent dans leur organisation, puis les gens disent hey, qu'est-ce que vous avez vécu? Ah, tu ne peux pas comprendre, tu n'étais pas là. Ben, OK, comment faciliter que les autres comprennent? C'est pour ça qu'on nous, cette phase de connecter est très importante. C'est là que justement que le transfert des apprentissages du processus va se faire. Et ce transfert-là, il est à la fois en termes de contenu, d'idées, mais il est aussi en termes de savoir-faire parce que vous allez peut-être découvrir une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'organiser, je ne sais pas moi, vos idées ou de faire de la priorisation ou d'organiser une rencontre d'échange. Puis là, vous dites, mais hey, on pourrait transférer ça, puis dans le cadre de la prochaine rencontre, utiliser ce nouvel outil. Fait que vraiment 3 étapes, atterrir dans son organisation, transférer les apprentissages et aussi entretenir l'esprit de co-création parce qu'on veut que tout ça reste, que ça ait un impact significatif et que ben, peut-être que la première fois qu'il va y avoir un processus de co-création, on est conscient que l'organisation ne changera pas complètement. On ne changera pas la culture organisationnelle du jour au lendemain. Mais si c'était la 4e, 5e, 6e fois, ben là, on le voit, là, il y a comme des fois des précédents. C'est comme si une fois qu'on a goûté à ces approches-là, participatives ou créatives, on dit on ne peut plus revenir en arrière, surtout quand on voit que ça donne des résultats probants. Fait que l'étape 5 est vraiment dans cette optique-là. Et cette étape-là, elle est vraiment sensible, hein, parce que le transfert, il est à gérer de manière spécifique. Et donc, une fois qu'on s'est connecté, là, on passe sur la phase 6, concrétiser. En fait, sur tout ce qu'on a fait précédemment, on a testé plein de choses, on a confronté plein d'éléments. Et ce qu'on peut avoir là, sur la phase 5, la fin de la phase 4 et le début de la phase 5, c'est dire on a testé 3 ou 4 approches différentes pour une thématique donnée. Les donneurs d'ordre font un choix par rapport aux solutions qui ont été présentées. Ça peut être un mix de solutions ou le choix d'une solution. Et de dire à un moment donné, eh ben là, j'investis du temps et de l'argent pour pouvoir concrétiser les choses réellement et avoir un prototype, un élément qui soit concret et qu'on puisse tester avec des utilisateurs. Donc, l'objectif du processus de co-création, il est de réduire les risques, réduire le temps et optimiser l'impact. Et donc, dans cette phase-là, c'est là où on engage une équipe, donc on structure une équipe. Alors, ce qu'on met dans le guide, c'est que l'équipe qui peut travailler sur ce sujet-là, ce n'est pas forcément 100% de l'équipe qui a travaillé sur le processus de co-création, parce qu'on a des profils humains qui sont différents. Là, il y a à investir dans le projet, que ce soit donc en termes financiers et en termes de ressources.
Et ce qui est fondamental, c'est de décider la prochaine étape. Pour ceux qui sont familiers avec des approches type Lean Startup, c'est-à-dire c'est de dire dans 3 mois, l'objectif c'est d'arriver à tel type de livrable ou de résultat, pour pouvoir tester les choses rapidement. Donc là, sur cette phase-là, c'est là où on s'engage à tester. Et donc, souvent, ce qu'on préconise, c'est de dire la phase 6, elle doit être à T plus 3 mois. Pour qu'on investisse du temps et de l'argent et se rendre compte, est-ce que les hypothèses de départ sont bien validées. Et là, c'est ici aussi qu'on commence à s'intégrer dans le processus de l'association, de l'organisation du territoire pour s'assurer que la jonction se fait correctement. Donc, ça pourrait à ce moment-là dire, peut-être qu'on a besoin de compétences de communication ou de marketing qu'on n'avait pas dans notre équipe. Mais là, dans notre organisation, il y a un département, fait qu'on va aller chercher une personne qui va venir donc se joindre au projet, qui va venir donc enrichir. Et c'est là aussi qu'il y a une autre forme de transfert parce que cette personne-là qui arrive, qu'elle arrive en bout de piste, n'a pas été associée à la démarche, évidemment, il va falloir qu'on lui explique un peu le cheminement de pourquoi on est arrivé à cette solution-là. Fait qu'elle voit un peu tout ce qu'on a vécu, puis après ça, on dit, mais maintenant, tu fais partie de l'équipe, puis là, on va amener cette solution-là à un autre niveau, dans la rendre la plus opérationnalisable possible. Et là, tu as mentionné un élément important sur lequel on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que dans un processus de co-création, on n'a pas besoin d'experts. On peut avoir des experts, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir des experts. Ce qu'on veut, c'est des personnes qui soient motivées et qui aient envie de faire bouger les choses. Le profil expert, on en aura besoin là sur la phase 6, parce que quand on concrétise, on a besoin d'aller chercher de l'expertise. Mais dans la phase de co-création, on n'est pas obligé d'avoir des profils experts. On peut en avoir, mais ce n'est pas une obligation. Écoutez, il nous reste encore 5 minutes de période de questions là, sur, évidemment, comme on a couvert, on s'est mis beaucoup, pour l'instant, l'emphase sur le processus de co-création parce que c'est ce qu'on voulait aborder avec vous. Fait que, questions, commentaires, on est ouvert. Vous écrivez dans le chat ou vous levez votre main puis on prend votre intervention. Alors Sabrina mettait, auriez-vous des propositions d'outils pour faciliter le transfert des apprentissages? Donc on propose quelques outils, quelques démarches là, dans le guide. Mais après, c'est adapté aussi en fonction de votre écosystème et des habitudes de votre écosystème. Je sais que nous, on fonctionnait pas mal sous forme de blog, par exemple, avec les étudiants. On demandait à chaque équipe de tenir un blog, puis évidemment, ils nous partageaient l'accès. Comme ça, nous, on pouvait voir, mettons, si on avait 7 équipes, un peu tout leur parcours. Puis c'est ça aussi que, tu sais, si on veut transférer, on a souvent tendance à parler de bonnes pratiques, mais les bonnes pratiques ne nous disent pas toujours le mécanisme qu'on nous a permis de se rendre jusque-là. Nous, on met beaucoup l'emphase là-dessus aussi dans notre processus de co-création. Dites là, où vous vous êtes planté, où ça a été difficile, des étapes là, où vous êtes pris la tête, parce que c'est extrêmement, quand on est en co-création, c'est des visions, des fois ça va bien, ça va dans le même sens. Des fois, ça se confronte. Des fois, moi puis Franck, en tant que facilitateur, il a fallu des fois séparer des gens parce qu'ils étaient prêts quasiment à venir au coup. Ben, ça peut arriver, ça peut aller jusque-là, la co-création. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça a été extrêmement riche en apprentissage. Puis tout ce qu'il avait fait comme réflexion, qu'est-ce qui arrive quand justement il y a 2 visions fortes ou 2 leaders dans un groupe qui chacun veut aller de son bord et n'est pas prêt à lâcher du lest. C'est un super beau sujet, ça arrive dans nos organisations couramment. Puis il avait fait toute une belle réflexion qu'ils ont documenté. Fait que ça, c'est riche. C'est pas nécessairement un résultat, mais c'est un processus qui a été. Puis les autres n'ont pas vu ça. Ils ont peut-être entendu des cris, mais ils ne savaient pas trop c'était quoi. Mais après ça, quand ils ont lu là-dessus, ça les a beaucoup fait cheminer. Et pour la petite anecdote, là, quand on a eu une équipe là, qui en était venue quasiment aux mains, à la fin de la semaine, en fait, ça a été l'équipe la plus productive. Parce qu'une fois qu'ils avaient compris comment travailler, c'est parti à 200 à l'heure. J'ai ici une question d'Estelle. Elle dit, habituellement, est-ce que l'implication des usagères du service ciblé se poursuit jusqu'à la dernière étape concrétisée ou ils ne sont plus impliqués à partir de l'étape 4?
Donc, Franck disait tantôt que les équipes, il se pourrait là, que les gens qui font, mettons, les 4 premières étapes, on veut qu'ils poursuivent étapes 5 et 6. Peut-être pas tous les membres, mais s'il n'y en a aucun, là, c'est une difficulté qu'on pourrait voir, ben, c'est que là, les gens qui arrivent à la fin, ben, ils n'ont pas l'historique fin de ce qui s'est passé avant. Fait que nous, on dit qu'il faut au moins qu'il y en ait une personne qui reste pour assurer une bonne continuité. Puis généralement, je pense dans la pratique, on voit, c'est peut-être moitié-moitié, la moitié des équipes qui restent, puis la moitié des équipes qui se bonifient de nouvelles contributions. Franck, as-tu un autre éclairage? Et pour compléter, là, impliquer les usagers, enfin avoir les usagers ou les usagères dans le projet, on peut les impliquer jusqu'à l'étape 6 concrétisée. Parce que le gros avantage quand vous en impliquez, alors il ne faut pas impliquer tout le monde, c'est-à-dire il ne faut pas impliquer 200 personnes, mais en choisir les usagers ou les usagères, parce que le gros avantage, c'est que ça va être vos premiers sponsors, entre guillemets. C'est eux qui vont pouvoir vous connecter sur le terrain. Donc pour moi, je trouve que c'est fondamental de les impliquer jusqu'au bout, parce que c'est eux qui vont vous relayer sur le terrain et qui vont vous faciliter l'adoption sur le terrain. On aurait peut-être une dernière intervention, s'il y en a, une dernière question avant de donner le mot de la conclusion à Marie-Chantal. Est-ce qu'il y a un dernier élément que... On a tenu le timing et c'est un élément important dans un processus de co-création. On ne vous a pas parlé de ça, mais les rituels, garder le tempo et le timing, c'est fondamental. En effet, vous verrez, on a mis un élément, Franck l'a nommé, l'aspect rituel. Pour nous, c'est vraiment important. Le rituel aide à garder, à donner un rythme aussi aux activités. Puis moi et Franck, on trouve ça important aussi de ne pas dépasser. On fait ça jusqu'à 5 heures, on ne finit pas à 6h30. Non. C'est à nous, aux facilitateurs, à s'ajuster. Et de faire en sorte que nous, on commence un rituel à chaque matin, puis à la fin de chaque journée aussi. Fait qu'on vous propose dans le livre, dans le guide, un peu notre vision, comment on fait ça, tous ces éléments-là. Le nom du guide, se développer en rhizome, guide pratique sur la co-création. Coucou Marilyn. Et vous verrez pourquoi quand le rhizome, on l'a utilisé. Là, on commence par un texte à la page 2 là, sur l'explication de la métaphore du rhizome, qui pour nous est une belle illustration de comment la co-création peut se développer. Je vous ai mis le site guidecocréation.com. C'est là où on va... Le guide, pour nous, c'est un élément de départ. Donc, on va alimenter aussi avec des exercices. Et donc, vous pourrez voir sur le site régulièrement des mises à jour d'exercices et ainsi de suite. Peut-être en conclusion, évidemment, nous, on espère que ce livre-là sera une occasion pour vous, comme participants, de dire « je veux vivre ça, de la co-création ». Si vous êtes facilitateur ou facilitatrice, de dire « OK, là, je me sens peut-être mieux outillé pour démarrer un processus de co-création ». Et les gens dans les organisations qui disent « Ah oui, je pense qu'il serait temps qu'on expérimente ça chez nous aussi, la co-création ». Donc, c'est ces 3 volets-là. Puis si vous avez des questions, vous cherchez un accompagnement, vous allez trouver là-dedans et à l'extérieur. Donc, allez sur notre site. Puis la semaine prochaine, vous allez voir donc le lancement. On a la version PDF qui sera accessible gratuitement à partir de la semaine prochaine. Voilà, je vous mets notre... Est-ce que Marie-Chantal, tu voulais faire le mot de conclusion? Bien sûr, en fait, en premier lieu, je veux vous remercier à toutes les deux. C'est vraiment intéressant. Donc, je suis contente que vous ayez accepté ou vous m'avez proposé, en fait, qu'on a accepté ensemble de présenter ça. Donc, je suis bien contente et puis je souhaite bon succès dans votre lancement, que je vais y être. Donc, c'est bien que vous avez affiché le site, que les gens sont invités à y assister ou du moins se procurer. Donc, écoutez, pour tout le monde qui était là aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence. Il va y avoir un autre webinaire qui va avoir lieu le 29 mars sur un autre sujet en innovation sociale. Donc, merci encore à Franck et André. Et puis, voilà, sur ceci, je souhaite une bonne journée. S'il y en a qui veulent rester, on peut peut-être rester une dizaine de minutes encore. S'il y en a qui veulent poser des questions, ça va nous faire plaisir. Donc, merci encore à tout le monde. Merci à vous. En effet, on est là si vous voulez en jaser. C'est un sujet qui nous passionne.
Qu'est-ce que j'avais dans les commentaires? Ah oui, il y avait comme Jean Gagnon-Doré qui disait qu'il mettait beaucoup, lui, l'accent sur l'état d'esprit, la posture. Puis en effet, je pense que c'est vraiment une clé. Nous, je ne sais pas si Jean Gagnon, tu veux renchérir là-dessus? Juste 2 minutes, parce que je trouve ça très intéressant. Merci de cette belle présentation. J'ai beaucoup appris de choses. Et moi, personnellement, la co-création, c'est relié à un travail qui se passe entre 2 personnes, qui n'est pas un des secteurs dont vous avez parlé, mais dans le processus, par exemple, de la communication non violente, on va utiliser des fois la co-création comme outil pour dépasser une situation. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Je fais preuve d'écoute, je fais preuve d'empathie. Hein? Franck en parlait tout à l'heure, il parlait d'écoute, il n'est pas allé jusqu'à l'empathie, mais ça peut comporter ça, ce processus-là. Et qu'est-ce que ça m'amène à constater? C'est que la posture est fondamentale. Quand on est 2 et qu'on fait de la co-création, là, on n'a plus le choix. La posture puis l'état d'esprit sont fondamentaux dans le travail qu'on fait de la co-création, ce qui est peut-être moins évident quand on est en grand groupe. C'est un peu la lecture que je faisais de ça. Merci. Bien, tout à fait. Puis pour connaître un peu les principes clés de la communication non violente, là, tu vas retrouver ça dans les règles de base de la co-création, beaucoup des éléments là, donc, si vous maîtrisez cette approche non violente, la communication non violente, vous avez déjà un bon départ pour travailler en mode co-création. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires? Semble beau. Avant d'autres commentaires, il reste 22 personnes. On peut peut-être clôturer là s'il n'y a pas d'autres questions. C'est bon. Fait qu'au plaisir de vous recroiser en vrai, peut-être dans une animation de co-création. Un jour, on va se redécouvrir comme humain, parce que c'est ça, il pourra y avoir toute une réflexion, la co-création virtuelle, puis on vous dirait que oui, c'est possible, mais on privilégie quand même de travailler en présence. Je lisais un livre qui a été écrit en 2019, puis c'était comme une conclusion autour du sujet qui disait, ben là, essayez pas de faire ça en mode virtuel, vous n'allez pas atteindre autant les résultats que si vous le faites en présence. Il avait écrit ce livre-là avant la COVID. Nous autres aussi, on le voit, on le constate. On peut faire des choses en virtuel, mais cette dimension émotive ou affective qu'on n'arrive pas comme à rentrer. Puis cette posture-là, comment travailler la posture en virtuel, beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup des exemples. Une personne qui a une bonne posture, nous, on va dire, regardez, exactement, c'est le genre de posture qu'on veut mettre, qu'on veut que vous utilisez. Fait qu'il y a du rôle d'un peu d'observation qui sont plus difficiles en mode virtuel. Et puis la deuxième dimension, c'est qu'on joue beaucoup sur l'instinct. C'est-à-dire que quand on travaille sur un processus avec André là, sur une semaine, on a défini toute notre semaine et tout l'agenda de la semaine, sauf que en fonction de la tonalité du groupe, en fonction de ce qui se passe, il y a un moment donné, on va être capable de changer de bord très rapidement. Et ça, c'est un peu plus compliqué de le faire en virtuel, alors qu'en présentiel, là, il peut y avoir des bons moments, quoi. Donc, ça demande aux facilitateurs une capacité d'adaptation pour vivre l'instant présent et s'adapter à l'instant présent. D'ailleurs, ça, c'est souvent très apprécié des participants et des participantes quand on est capable de se retourner sur un 25 cents, de dire « OK, écoutez, là, je pense que ce qu'on avait prévu,